Bonjour à tous, merci de nous donner votre temps pour cette présentation donc, de la filière Dauphine. Donc, avec Quentin, nous allons parler de GLM et de tarification en assurance non-vie et des approches qui peuvent découler des GLM, donc à savoir les arbres GLM ou les forêts GLM. Alors, donc, cette présentation, elle fait suite à plusieurs articles du coup sur le sujet et un article à venir du coup dans l'actuariel sur cette thématique. Alors, le plan de la présentation est le suivant. Donc, en première partie, on va du coup parler de la filière actuariat à Dauphine et remettre quelques éléments de contexte. Ensuite, on se concentrera sur quelque chose que beaucoup d'entre vous doivent bien connaître, que sont les modèles linéaires généralisés, donc les GLM en anglais, pour insister sur certains points et montrer aussi des limites. Et ensuite, on basculera justement sur les arbres de régression et on va tranquillement ensuite aller de pas à pas vers les arbres GLM et ensuite les forêts de GLM à travers divers éléments théoriques et applications numériques. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de discussion et à la fin, naturellement, il y aura une séance de questions-réponses avec nous. Alors, du coup, la filière actuariat Dauphine, elle est structurée autour d'une licence et d'un master de mathématiques appliquées, donc au sein du département Math-Info de Dauphine, MIDO. Elle a été créée finalement relativement récemment, en 2001, par Christian Hess. Donc, on fête les 20 ans de la filière cette année et nous organisons à cette occasion une journée de conférence le 19 mai pour fêter tout ça. Du coup, on a la filière qui est structurée sur 3 ans. Elle commence par finalement une fin de licence, une EL3, en mathématiques appliquées à l'économie, la finance et l'actuariat. Et ensuite, du coup, il y a un master mathématiques et applications dans lequel, naturellement, il y a une majeure actuariat en M1 et un parcours en M2. Et ensuite, naturellement, l'année de master, la deuxième année master, les étudiants doivent réaliser leur mémoire d'actuaire et soutenir devant l'institut. Alors, la filière du coup d'actuariat, elle dépend énormément de ses anciens chercheurs, et donc en particulier, la majorité d'entre eux viennent de notre laboratoire CEREMAD, donc qui compte environ 140 membres, dont une moitié d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs permanents. Alors, au CEREMAD, il y a 3 grands groupes thématiques que sont l'analyse, les mathématiques pour l'économie et la finance et les probabilités statistiques. Alors, avec Quentin, nous sommes dans la thématique numéro 2, donc des économies et de la finance. Après, les sujets de recherche sont souvent, en général, communs, enfin, peuvent être partagés à plusieurs équipes, et en particulier, le sujet dont on va parler aujourd'hui a beaucoup de connotations statistiques. Plus généralement, les articles et les développements de recherche en finance à Dauphine suivent ou peuvent être aidés par la House of Finance, donc, qui a été créée il y a plusieurs années et qui propose chaque année des conférences du coup au début du printemps sur des thèmes de la finance, plus généralement que de l'actuariat. Et donc, on vous a listé les dernières thématiques de ces 4 dernières années. Et donc, en particulier, pour l'édition 2019, il y avait un sous-thème spécifique à l'utilisation de la base HMD en actuariat, du coup, pour la modélisation des tables de mortalité. Alors ensuite, les thèmes plus spécifiques qui peuvent être abordés en actuariat, enfin au CEREMAD et en particulier en actuariat. Donc, il y a des thèmes statistiques usuels qu'on peut retrouver comme la théorie des valeurs extrêmes ou des modèles de survie, mais il y a aussi beaucoup d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs qui travaillent en théorie des jeux, et donc
notamment dans le groupe analyse dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que on est à la croisée avec l'actuariat, on est vraiment à la croisée de plusieurs thèmes de recherche, et il y a vraiment beaucoup de compétences sur ce sujet au CEREMAD. Alors des exemples récents de thèses ou de projets de recherche portés au CEREMAD. Donc, il y a du coup 2 thèses CIFRE soutenues qui étaient donc soit encadrées directement par le CEREMAD pour la première par Marc Hoffman, soit co-encadrées par moi-même pour la thèse de Clermont-Vinou. Et une troisième thèse qui vient de démarrer du coup en janvier, co-encadrée par Marc et moi-même. Donc certains membres du CEREMAD aussi participent à des initiatives de recherche en actuariat, mais portées par d'autres établissements. Donc par exemple la chaire Dialogue portée par à l'ISFA, et l'initiative de recherche RE2A portée par l'Université du Mans. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'avec Quentin on cherche à développer et à pérenniser pour le futur. Alors passons maintenant au sujet de fond qui vont nous occuper donc, pour cette soirée. Donc les modèles linéaires généralisés. Alors la première partie, donc, qui va être assez théorique, on va rappeler les fondamentaux, et donc en particulier qu'est-ce que ça implique comme hypothèse d'utiliser des modèles linéaires généralisés. En fait, ça se base sur une famille paramétrique, la famille exponentielle, donc qui, comme son nom l'indique, est log linéaire en au moins un des paramètres, le paramètre d'échelle, le lambda i ici. Et donc, on peut écrire la log vraisemblance de cette façon-là, avec une partie qui va dépendre du coup de manière linéaire au paramètre, et éventuellement un paramètre de dispersion pardon, qui peut être estimé dans un second temps. Et donc, en supposant une loi particulière de cette famille, il faut rajouter 2 autres hypothèses du coup pour caractériser un modèle linéaire généralisé. Ça va être l'indépendance entre les variables d'intérêt, ici les yi, et supposer qu'on relie des variables explicatives, ici xi, à la moyenne ou l'espérance de la variable aléatoire d'intérêt via une fonction lien qui garantira très souvent donc, soit la positivité de l'espérance, ou que l'espérance est dans l'intervalle unité, par exemple, pour une variable de Bernoulli. Donc là, ces modèles généraux spécifiques à l'assurance. En pratique, on a plein d'utilisations connues. Donc c'est le but du slide suivant. Déjà, le premier point de ces modèles linéaires généralisés, c'est qu'on retrouve les modèles linéaires usuels, donc en utilisant une loi normale. En actuariat, stricto sensu, ce n'est pas nécessairement le genre de régression qu'on va utiliser très souvent, mais bon, ça peut être utile. Ce qui peut être utilisé en actuariat, ça va être de modéliser des variables binaires, donc des probabilités. Ça peut être une probabilité de résilier, une probabilité de convertir une offre d'assurance, une probabilité d'occurrence de sinistre, donc en utilisant la loi de Bernoulli. Ce qui est généralement utilisé comme fonction lien, c'est la fonction logistique, donc on imagine d'autres. Quand on va s'intéresser à un nombre, et très souvent un nombre de sinistres, on utilisera une loi de Poisson ou ses variantes en utilisant un lien logarithme. Le lien logarithme, en fait, un certain nombre de propriétés, de garantir la positivité de l'espérance du nombre de sinistres, et de rendre le modèle multiplicatif en fonction des variables explicatives. Ce qui a un vrai intérêt en tarification, c'est qu'on justement on a un modèle central, un tarif central qu'on va vouloir moduler en fonction de façon multiplicative en fonction de variables tarifaires. Et quand on s'intéressera à des montants strictement positifs, comme les montants de sinistres, naturellement, on utilisera la loi gamma ou la loi inverse gaussienne, en général toujours avec une fonction de lien log. Et donc ça peut être utilisé de multiples façons
en provisionnement ou en tarification. Alors, pour aller un peu plus dans la revue de littérature, on vous a rappelé 4 grands livres qui traitent des modèles linéaires généralisés en assurance, du plus ancien au plus récent. Donc, le premier porte bien son nom et est donc spécifique au GLM en assurance par De Jong et Heller en 2008. Donc, il y a à la fois des thématiques de tarification et des thématiques de provisionnement. Le livre de Wüthrich et Merz en 2008 traite spécifique du provisionnement, et donc il y a un certain nombre de chapitres qui parlent des modèles linéaires généralisés. Donc là encore, on retrouve beaucoup de choses, mais on trouve aussi une grande variété de modèles qui ne sont pas des GLM. Il y a un livre spécifique de Suédois, Olsson et Johansson, qui traite de la tarification avec les GLM en 2010, qui est encore tout à fait d'actualité, qui apporte un certain nombre de ressources à ce sujet. Et plus récemment, donc, il y a le premier tome de la série de livres de Michel Denuy et de ses co-auteurs en 2019, qui parle spécifiquement des modèles GLM et de leurs extensions, avec application actuarielle au sens large, donc pas que l'assurance non-vie, ça peut être aussi en assurance vie. Alors en fait, le phénomène principal de ces modèles GLM, c'est que finalement, ils s'appliquent à une grande variété de problèmes, que ce soit de la classification, de la régression, et dispose d'une grande capacité à être bien interprétés. On peut, du fait qu'ils sont paramétriques pleinement, permettre vraiment de contrôler véritablement, voilà, les sorties du modèle et d'en interpréter le sens sur des aspects métiers. Et ils sont aussi implémentés dans les logiciels de tarification et statistique depuis de nombreuses années, que ce soit dans SAS, dans R, dans toutes les surcouches de SAS, comme Pretium, Ernix, etc. C'est vraiment le standard, le minimum à avoir pour du coup tous les logiciels qui traitent de l'actuariat. Voilà. Alors, concrètement, comment ils sont calibrés, ces modèles? Alors, donc, on fait une hypothèse de loi particulière, donc par exemple Poisson ou Gamma ou d'autres catégories. Le modèle est estimé par maximum de vraisemblance avec une procédure très optimisée, un algorithme assez optimisé qui s'appelle l'algorithme IWS, qui est donc un algorithme de moins de carré pondéré, itéré, qui en normalement quelques pas de calcul convergent rapidement vers le maximum de vraisemblance. En général, il n'y a pas de modèle de formule complètement explicite pour les GLM, sauf sous des hypothèses de loi ou des hypothèses de variables explicatives, comme on verra après. Donc, par la suite, je vais présenter justement quelques exemples de formules explicites qui vont naturellement faire gagner, déjà assurer la convergence de l'algorithme IWS, puisqu'on va aller directement à la bonne solution, et puis gagner en efficacité. Quelque chose que certains d'entre vous ont pu observer, c'est que pour certaines hypothèses de loi, c'est toujours compliqué de par l'estimation, notamment par exemple pour la loi inverse gaussienne. Ce n'est pas si évident que ça que les logiciels arrivent à démarrer l'algorithme IWS. Et du coup, naturellement, si on a une formule explicite, ça peut offrir plus de lois ou un choix de fonctions liens plus important. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, voici du coup un exemple donc de formules explicites qui sont disponibles pour les GLM. Donc, c'est basé sur un article
coécrit avec mes anciens collègues du Mans, donc Alexandre Broust et Tom Romer, en 2020. Donc, on s'était intéressé au cas où les variables explicatives du GLM, donc les XI du précédent slide, sont des variables catégoriques, soit parce elles sont naturellement catégoriques, soit parce qu'on les a catégorisées préalablement. C'est une approche assez usuelle en tarification. Typiquement, la variable âge du conducteur, par exemple, ou âge du véhicule, on ne va pas la garder sous son format numérique, mais réaliser des découpages en classe. Et donc, dans cette slide 14, on suppose que voilà, il y a une variable explicative qui s'appelle xi2 qui dispose de D2 niveaux discrets. Et on peut, du coup, sous une hypothèse d'identifiabilité, donc c'est le Rθ égale à 0, on peut déterminer l'exacte expression du maximum de vraisemblance, donc qui est l'expression donnée ici. G ici est toujours la fonction de lien, donc en fait, alors si on considère que les RI qui donc font assurent l'identifiabilité, si on considère un modèle sans intercept, ça veut dire que R0 en fait égale 1 et égale à 0 et tous les RI valent 1. Ce qu'on est en train de faire, c'est de moyenner les transformations des Y bar par la fonction G, Y bar étant la moyenne de la variable réponse, c'est ce qui est mentionné ici en dessous de l'équation, pour la Jème catégorie. Donc en fait, on est en train de dire qu'en ne regardant que la moyenne conditionnellement à la variable explicative xi2, on obtient à une transformation près, du coup, l'estimateur de maximum de vraisemblance. Ça, c'est finalement un résultat assez fort. Et ce, quelle que soit l'hypothèse de loi de probabilité, c'est-à-dire que le θ ne dépend que de G, mais pas de la fonction A, B et C, dont on a choisi préalablement dans le GLM. Donc, par contre, l'hypothèse de loi intervient bien sur la log vraisemblance, donc c'est la dernière formule en bas de ce slide, du fait qu'on a une expression explicite, quand on remplace du coup les valeurs, on a une formule explicite de la fonction de log vraisemblance, qui cette fois-ci ne dépend plus de la fonction lien, mais dépend d'une dérivée de la fonction B et des fonctions A et C. Donc ça, on va voir que ça a un intérêt certain, puisque du coup, ça permet immédiatement de tester la log vraisemblance et donc toutes les métriques liées à cette log vraisemblance, comme l'AIC ou le BC, pour un modèle, et donc de facilement changer des variables explicatives ou changer des lois sans avoir à utiliser l'algorithme IWS. Alors, un exemple d'application qu'on réalise dans l'article, ça va être de modéliser des montants de sinistres, on va dire atypiques, pas nécessairement extrêmes, mais en tout cas atypiques, sur des sinistres de non-vie d'assurance commerciale. Alors, on regarde donc des sinistres au-delà d'un certain seuil, donc on a choisi un seuil de 340 000 €, et on a calibré deux lois, la loi de Pareto 1 et la loi log normale. Alors, petite précision, c'est qu'en fait, du coup, on a régressé le log des montants et pas directement le montant pour faire ça. Et donc, dans ce cas-là, dans cet article, on propose un estimateur de la vraisemblance, et donc on est capable d'appliquer toute la procédure qu'on a vue là, et donc d'estimer directement les coefficients. On constate que la vraisemblance, c'est la dernière ligne du tableau, est bien indépendante de la fonction lien qu'on doit donner. On peut choisir directement la loi qui semble la plus adaptée. Ici, la loi de Pareto 1. Et du coup, ça permet vraiment ensuite de déterminer diverses quantités d'intérêt comme l'espérance, la variance, etc. Donc voilà pour ce rapide tour de la formulation explicite. Je vais du coup donner la parole à Quentin pour la suite. Merci Christophe.
Alors, pour reprendre, pour effectivement passer à la partie, l'idée, c'est de pouvoir effectivement se dire comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces formules fermées. À l'initiative de notre recherche, on s'est justement posé la question de savoir, on a un outil qui est intéressant, qui peut nous permettre de réaliser des calculs beaucoup plus rapidement. Et on s'est posé la question de finalement comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces nouveaux estimateurs plutôt dans une logique d'efficience en termes de temps de calcul. Et on a donc regardé un petit peu différents modèles dans lesquels les GLM étaient utilisés et particulièrement des applications au machine learning. Notre quête, finalement, elle a commencé par regarder les arbres de régression et les arbres de classification. Et je vous propose donc de regarder un petit peu la littérature associée à ces arbres pour pouvoir aller ensuite vers des arbres qu'on appellera GLM, dans laquelle on a pu utiliser les techniques que vient de vous présenter Christophe. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'un arbre binaire, qu'un arbre de régression? Donc en fait, on fera appel à des techniques qu'on appelle de partitionnement récursif. Et ces techniques de partitionnement récursif, en quoi elles consistent? Eh bien, elles consistent à élaborer un arbre de décision dans lequel on va chercher à expliquer un phénomène. Et ce phénomène, il peut potentiellement varier selon les données sous-jacentes. Donc l'idée, c'est de pouvoir construire un arbre dans lequel on va chercher à segmenter notre base de données en échantillons qui sont le plus homogènes possible pour pouvoir avoir, par rapport à la variable de réponse qu'on cherche à analyser, des comportements typiques qui sont associés à chaque sous-groupe de population qu'on aura identifié. Donc on a mis sur la partie droite du transparent ici un arbre de décision un peu classique. On avait pu reprendre, je dirais, dans la presse. C'était un arbre de classification qui était utilisé pour caractériser les votes entre Barack Obama et Hillary Clinton. Et donc, sur cette arbre de décision, on voyait apparaître que les déterminants du vote pouvaient être représentés sous la forme d'un arbre. Donc, on partait d'une structure avec une racine en haut et puis des feuilles qui allaient vers la partie basse de l'arbre, dans laquelle on avait des règles de décision qui permettaient de segmenter en fonction du comté, en fonction du niveau scolaire des personnes, en fonction de la géographie, quel allait être le déterminant du vote et quels étaient les critères qui nous permettaient de segmenter la population, des critères de taille notamment, qui permettaient de segmenter la population d'un groupe à un autre. Donc cette analyse, finalement, sous forme d'arbre, elle a un intérêt, c'est que, et c'est pour ça qu'elle est très utilisée, c'est qu'elle permet d'avoir une représentation sous forme graphique et sous forme de règles qui est relativement simple et relativement interprétable. Donc, si on s'intéresse maintenant à la manière d'élaborer ces types d'arbres, très généralement, ils sont constitués de 2 voire de 3 étapes et ils ont une logique récursive dans leur élaboration. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en fait partitionner un jeu de données en utilisant une règle, notamment qui va permettre de mesurer l'entropie qu'on peut trouver au sein d'un jeu de données. Si on parle par exemple d'arbres de classification. Et lorsqu'on va élaborer ces arbres, en fait, on va segmenter notre jeu de données jusqu'à atteindre un certain critère d'arrêt. Et puis, pour chaque nœud terminal de l'arbre, en fait, on va estimer une valeur moyenne, un paramètre dit d'intercept. Et ce paramètre d'intercept, il permettra de nous donner une prédiction moyenne pour chaque nœud de l'arbre qu'on considère. Ensuite, selon les techniques d'arbre qui sont utilisées, certaines sont plus parcimonieuses que d'autres et je dirais les premières, notamment pour les arbres cartes, les premières dans la littérature qui ont été introduites, on trouve des arbres qui peuvent être parfois très profonds et sur lesquels il peut parfois être nécessaire d'appliquer un élagage. Et on aura à ce titre des techniques statistiques qui permettront d'avoir un critère pour déterminer quelles sont les branches de l'arbre qu'on va couper. Alors, l'arbre qui est le plus utilisé dans la littérature, c'est l'arbre carte. On le trouve aussi appelé arbre RPart, en particulier sous des outils, sous des logiciels comme R. Et cet arbre, il a l'avantage d'être implémenté de manière relativement efficace, ce qui fait qu'il est très utilisé, qu'il est simple en termes de compréhension et généralement, il fournit des résultats qui sont
plutôt de bonne qualité. Par contre, il présente un potentiel problème qui est bien connu dans la littérature, qui est un problème de biais de sélection et qui provient du fait que l'arbre carte, lorsqu'il est élaboré, en fait, il va parcourir l'ensemble des variables de partitionnement qui sont considérées dans votre jeu de données, l'ensemble des valeurs qui sont prises par ces variables, et il va appliquer, il va calculer soit une déviance lorsqu'il s'agit d'arbres de régression, soit il va calculer un coefficient de type Gini lorsqu'il s'agit d'arbres de classification. Et potentiellement, il peut avoir tendance à sélectionner les variables qui contiennent le plus de modalités. Par exemple, des variables continues sur lesquelles on va trouver beaucoup de valeurs, a priori observées dans le jeu de données, peuvent potentiellement se voir favorisées. Et c'est une des limites qui est connue sur ce type d'arbre. Une des manières de pouvoir améliorer cette technique, c'est de pouvoir considérer des techniques pour lesquelles on utilise des tests statistiques pour sélectionner les variables qui sont utilisées pour le partitionnement. Et c'est le cas, par exemple, d'algorithmes qui sont classiques, comme l'algorithme Quest, Cruise ou alors Ctrees. On peut passer à la slide après. Donc, ces arbres, ensuite, ils sont utilisés de manière à la fois depuis longtemps, mais également de manière très, très large en statistique et en machine learning. On va notamment les retrouver dans les techniques qui sont dites ensemblistes pour construire du boosting, pour élaborer des random forests, par exemple. Et très généralement, en fait, pourquoi est-ce qu'on a recours à ce type de technique ensembliste? Cela provient du fait que les arbres, quelle que soit la manière dont ils soient élaborés, donc que ce soit des arbres cartes ou les autres arbres que j'ai mentionnés à la slide précédente, ce sont des techniques qui peuvent potentiellement représenter une certaine forme d'instabilité. C'est-à-dire que selon le jeu de données de départ, on peut potentiellement aboutir à des arbres qui sont construits qui sont très différents. Une petite variation de l'arbre de départ, du jeu de données de départ peut induire des variations qui sont importantes sur les prédictions du modèle. Donc, de ce point de vue-là, ces techniques d'arbres, quand on les prend isolément, elles sont généralement moins performantes que d'autres techniques plus récentes de machine learning, et donc on en a repris quelques-unes comme des réseaux de neurones ou comme des supports vecteurs machines. Une des manières d'améliorer ça, j'en ai parlé à l'instant, c'est de pouvoir utiliser des techniques ensemblistes, donc des méthodes de boosting ou des modèles de type random forest qui vont permettre de limiter cet effet d'instabilité dont j'ai parlé à l'instant. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour ces techniques ensemblistes, on retrouve très généralement donc, des arbres cartes au cœur de ces modélisations, c'est-à-dire que, par exemple, pour des random forests, on construira des forêts dont les arbres initiaux, les arbres qui sont utilisés à la base, sont des arbres cartes. On verra notamment dans la suite de notre présentation que une des raisons à cela, c'est le fait qu'effectivement, ils sont très maniables, mais aussi le fait qu'ils sont on peut obtenir des temps de calcul qui sont très, très faibles pour construire des arbres cartes, ce qui fait qu'il est facile après de les utiliser dans des techniques de type random forest. Donc, c'était là ici un enjeu, si on utilise des arbres qui sont dits GLM, d'avoir des temps de calcul qui soient suffisamment intéressants pour pouvoir envisager après des techniques de type forêt aléatoire. Alors, ces arbres de régression, évidemment, ils sont utilisés en actuariat. Donc, l'arbre carte, on le retrouve dans un certain nombre d'applications. On ne les a pas mentionnées ici, mais par exemple, on a des applications pour des modèles de survie, par exemple, qui peuvent exister. Au-delà de l'application, je dirais, classique des arbres cartes, sans transformation particulière. Et on a repris aussi certains travaux de nos collègues de l'ISUP et de Sébastien Farkas, qui ont construit, eux, de leur côté, des arbres qui ne sont pas exactement des arbres cartes, mais qui vont s'appuyer en fait sur un critère de décision pour pouvoir construire l'arbre qui s'appuiera sur la log vraisemblance d'une certaine fonction qui, là, en l'occurrence, sera une distribution de type GDP
et qui s'adaptera en tout cas à des applications dans lesquelles on va observer des phénomènes extrêmes. Et là, en l'occurrence, les applications qui avaient été considérées par nos collègues pour ce sujet sont des applications au cyber-risque. Et ce qui est intéressant, donc, simplement dans ce petit résumé qu'on projette ici, c'était d'observer qu'on a des structures d'arbres qui sont quand même significativement différentes entre l'utilisation d'un arbre de cartes sur la droite et d'un arbre construit à partir de GDP sur la gauche. Donc, je ne reviens pas forcément sur le détail de cette publication, mais c'est intéressant effectivement d'avoir à disposition des actuaires, pas uniquement des arbres de cartes, mais également d'autres types d'arbres, et en particulier ceux qu'on va proposer qui peuvent s'appuyer sur des critères de log vraisemblance pour pouvoir construire le partitionnement et la construction de. Donc, on va pouvoir en venir à présent donc, aux arbres GLM qu'on s'est proposé d'étudier avec Christophe. Donc, ces arbres, en fait, ils s'appuient sur un modèle, un type de modèle qu'on appelle MOB, qui sont, je te laisse passer au transparent suivant, qui sont donc des techniques qui ont été introduites par SLS et ses co-auteurs. Et la logique de ces modèles, c'est de construire des arbres pour lesquels, à la place d'une prédiction moyenne à chaque nœud de l'arbre, vous allez proposer en fait un modèle paramétrique ou semi-paramétrique local. Donc, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de construire typiquement un GLM qui est global avec des paramètres qui sont estimés sur une base de données dans son ensemble, si le modèle paramétrique que vous considérez est un modèle GLM, eh bien, vous aurez avec cette construction un modèle avec des paramètres qui sont locaux et dont la construction est bâtie à la base sur un algorithme de partitionnement récursif. Donc, ce qui va vous permettre de faire quelque chose qu'on peut pratiquer, par exemple, en actuariat, qui est de se dire que un actuaire, parfois, ce qu'il va réaliser, c'est un partitionnement de sa base de données à la main, et puis ensuite, après, il va entraîner plusieurs GLM sur chaque partition de sa base de données. Là, l'intérêt, typiquement, c'est d'avoir ici une modélisation dans laquelle l'algorithme de construction et de partitionnement des données, eh bien, il est établi sur la base de critères statistiques, ce qui va permettre du coup de laisser moins de place à l'arbitraire dans la construction de cet arbre. Donc les arbres de type MOB, puis ensuite on va basculer sur ce qu'on appellera des arbres GLM, dans lesquels on remplacera en fait le modèle paramétrique qui peut être général par un modèle GLM. Eh bien, ce sont des approches qui vont s'appuyer pour choisir les variables sur des tests statistiques, sur des tests qui sont dits de M-fluctuation. Et on utilisera également à l'intérieur de ces arbres des maximums de vraisemblance qui sont associés à des GLM, d'où l'intérêt des estimateurs qui ont été présentés par Christophe, qui sont obtenus par des formules fermées et qui pourront du coup être calculés beaucoup plus rapidement. Donc, pour la suite de la présentation, en fait, on introduira une définition particulière en ce qui concerne les variables explicatives. En fait, on les découpera en deux parties. On considérera avec la notation ZI les variables qu'on appellera partitionnement. Donc, ce sont les variables qui vont permettre de construire l'arbre, de découper la base de données, et des variables explicatives, les XI, qui sont celles sur lesquelles on va régresser et construire notre modèle GLM. Et puis, bien sûr, on conservera donc la notation avec le petit y qui correspond aux variables réponse, à la variable réponse. Donc, ces arbres GLM, comme je l'ai expliqué à l'instant, ils vont être construits en fait en partitionnant notre base de données et après en ayant des GLM qui sont obtenus de manière locale. Donc, la procédure pour pouvoir construire ce type d'arbre, c'est celle qui vous est donnée sur la partie gauche du transparent. C'est une logique dans laquelle on va, pour chaque base de données, à chaque itération de l'algorithme, on aura donc une base sous-jacente qui aura été préalablement réduite. Et puis, au point de départ, on part de la base de données initiale. Et sur cette base de données, que ce soit la base de données de départ ou une base de données qui a préalablement été partitionnée, eh bien, on va estimer un modèle GLM avec différents paramètres. Ensuite, dans un deuxième temps, il va falloir choisir une variable de partitionnement.
Et donc, pour pouvoir faire ce choix, on va utiliser un test statistique que je vais décrire dans les transparents qui suivent. Ensuite, dans un troisième temps, une fois qu'on aura déterminé quelle est la variable de sélection, il faudra déterminer quel est ce qu'on appelle le split point, c'est-à-dire en fait la valeur de la variable qui permet d'opérer un découpage. Donc, si par exemple ma variable de partitionnement était une variable continue, admettons l'âge du véhicule par exemple, eh bien, cette variable, on va déterminer que la partie gauche de l'arbre correspond par exemple à 2 ans, et puis la partie droite la partie gauche qui a moins de 2 ans et la partie droite qui a plus de 2 ans. Donc, le choix de ce point de découpage, là aussi, va être déterminé en utilisant une approche statistique et on utilisera donc la log ressemblance pour pouvoir faire ça. Et donc, après, ce processus, il est itératif. Et vous voyez qu'après, une fois qu'il est réalisé, on obtient un graphique comme celui que vous avez sur la partie droite du transparent. Donc là, ici, on a représenté un arc très, très simple sur lequel vous avez un GLM dont les paramètres qui sont notés sur le transparent bêta, mais ce sont les θ que Christophe avait introduit tout à l'heure. J'ai gardé le bêta pour être en cohérence avec le graphique qu'on avait eu un peu la fainéantise de refaire ici. Donc les bêtas sont ici les paramètres. Et ce que vous voyez, c'est que ces paramètres sont locaux, c'est-à-dire qu'ils dépendent de la valeur de nos variables de partitionnement Z1 et Z2, sur lesquelles on a effectué un découpage avec 3 branches au terme de l'algorithme, 3 nœuds terminaux au terme de l'algorithme. Donc on a finalement 3 GLM locaux au terme de l'algorithme. Alors, dans cette transparent, on introduit quelques notations. L'idée, c'est de pouvoir préciser le test statistique que je vais qui intervient pour pouvoir sélectionner les variables. Donc, après une première étape dans laquelle on va estimer le modèle GLM sur la base de données, on va introduire une certaine statistique, donc WJ pour la variable petit j, donc pour chaque variable petit j. Et ce test, en fait, il fait intervenir la fonction de score de notre modèle GLM, donc, qui est noté SIJ de θ. Donc, les θ sont les paramètres du modèle, I correspond aux individus et J correspond à la variable. Donc là, ici, on va retrouver le score de notre modèle GLM. Et donc, on calcule cette statistique d'ordre. Et lorsqu'on effectue ce calcul, elle a le bon goût en fait, d'avoir de bonnes propriétés asymptotiques. En fait, c'est une statistique qui va converger vers un pont brownien et qui permettra donc de ce fait de pouvoir élaborer des tests asymptotiques. Donc, on va la replacer ensuite dans le slide qui vient juste après. Au sein d'un algorithme, on présente la logique qui est utilisée pour pouvoir construire notre arbre de partitionnement récursif. Donc, le schéma qui vient juste après est un peu copieux à avaler lorsqu'on le voit sur un transparent. Donc, il ne s'agit pas de le comprendre dans son intégralité, mais je vais vous présenter quelles sont les étapes clés pour pouvoir l'appréhender. Donc, dans un premier temps, l'étape 0, c'est, je dirais, plutôt une étape défensive qui permet de s'assurer que la procédure peut être lancée, en particulier si l'utilisateur a mis des critères de taille minimale pour les arbres qui sont à construire. On parle là, en l'occurrence, de pré-pruning de l'arbre, ce qui permet d'avoir des critères pour éviter d'avoir à construire des arbres qui sont potentiellement pas intéressants pour l'utilisateur. Donc, dans un deuxième temps, on va, sur le jeu de données considéré, qui a été préalablement partitionné, estimer un modèle GLM. Donc, à l'issue de cette étape, on va obtenir donc les coefficients petit bêta. Et donc, comme vous voyez, donc, si on a une phase d'estimation du GLM, potentiellement, à cet emplacement-là, on peut utiliser les estimateurs par formule fermée qui ont été présentés par Christophe tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, ce sera quelque chose qui sera possible, mais dans des situations où les variables explicatives sont des variables qui sont catégorielles. Sinon, on ne pourra pas utiliser la logique et la méthode qu'a présentée Christophe. Dans un deuxième temps, donc l'étape numéro 2, elle est un petit peu copieuse,
mais elle mobilise la statistique de test qu'on a vu, le WJ, à la slide précédente. Donc, dans cette étape, en fait, on fait potentiellement deux découpages possibles. Un découpage dans lequel on va considérer que la variable de découpage est soit continue, soit catégorielle. Et en fonction de ça, on aura une statistique qui s'écrira de manière un petit peu différente. Donc, notre coefficient, notre variable ici, lambda j, elle va nous permettre de calculer l'instabilité associée à notre variable petit j et on va pouvoir construire un test et calculer une p-valeur. Et donc, en fonction de cette p-valeur, qui sera d'ailleurs modulée par un effet d'échelle de type Bonforini, on pourra savoir si on retient ou pas la variable de segmentation. Et il se peut qu'il y ait plusieurs variables qui soient sélectionnées. Et dans ce cas-là, on prendra la variable pour laquelle la statistique lambda j est maximale. Donc, ça nous donnera un critère de sélection. Et puis, si jamais il n'y a aucune des variables qui satisfera qui aura une p-value suffisante, en fait, on arrêtera l'algorithme. Puis enfin, dans une troisième partie, et c'est là également où on va pouvoir réutiliser les méthodes de formule fermée qu'a présenté Christophe, c'est le choix du split point, donc le choix de la valeur S, qui peut être pour une variable catégorielle, eh bien, ce sera un des levels de la variable catégorielle, un des niveaux de la variable catégorielle, ou bien pour une variable continue, ce sera une des valeurs observées au sein de la base de données qui sera sélectionnée. Donc là, en l'occurrence, c'est intéressant d'avoir une technique rapide, puisqu'en fait, le choix du split point, il implique en fait de faire un calcul de log vraisemblance pour chaque valeur qui est prise par la variable. Donc, potentiellement, sur des gros jeux de données, c'est relativement intéressant et on a un gain en termes de temps de calcul qui est fort. Alors, si on vient plus spécifiquement sur ce qui est mobilisé à cette étape 3, cette étape de sélection, donc on a besoin d'écrire en fait pour le choix du meilleur split point, en fait, la log vraisemblance du processus. Et cette log vraisemblance, en fait, on l'a écrit là ici pour un nombre de splits grand B que généralement on considérera égal à 2, puisqu'on considérera plutôt des arbres qui sont binaires. Donc cette formule ici, elle n'admet généralement pas de formule fermée. Et dans un cas général, je dirais, en particulier pour la méthode initiale proposée par ZLS, il faut faire un calcul en utilisant l'algorithme IWSL. Donc, c'est à cet endroit finalement qui peut être intéressant d'utiliser les formules fermées. Et donc, il y a deux situations qui potentiellement peuvent apparaître. Une situation dans laquelle le modèle GLM qu'on considère contient aucune variable explicative. Et dans ce cas-là, finalement, le modèle GLM qu'on considère, c'est finalement un modèle uniquement avec un intercept, ou bien un modèle GLM dans lequel on aura une seule variable catégorielle. Et donc, ça peut être également une variable continue qu'on aura préalablement discrétisée. Et donc, dans ces deux cas de figure, on aura des formules fermées et on pourra écrire la log vraisemblance qui apparaît en formule. Donc, dans la suite, on a considéré un cas particulier, c'est le cas où on n'a pas de variable explicative et on a donc uniquement un seul intercept qui intervient dans la formule du GLM. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que le prédicteur linéaire qui apparaît dans notre formule, il fait apparaître deux coefficients potentiels et ces deux coefficients, ils sont associés au niveau du split qu'on considère. Donc, en fait, on identifie donc, pour notre variable J une partie gauche et une partie droite et on va associer un coefficient à la partie gauche et à la partie droite. Et potentiellement, donc, on peut avoir soit des variables qui sont numériques, soit des variables qui sont catégorielles. Et donc ça, potentiellement, c'est pas du tout un problème. Il suffit simplement de moduler l'écriture de notre prédicteur linéaire
et on peut tout à fait s'en accommoder. Ce qui veut dire que de ce point de vue-là, on pourra faire une estimation par formule fermée, que la variable de partitionnement soit discrète ou bien qu'elle soit continue. Donc, dans ce cas de figure, on va avoir, en utilisant les résultats qu'a présenté Christophe tout à l'heure, une écriture de notre fonction objectif. Et donc, cette fonction objectif, ici, elle dérive de la logoressemblance. Et elle fait donc apparaître les termes, ici, donc sur la première ligne et la deuxième ligne, qu'on voyait apparaître dans l'équation que proposait tout à l'heure Christophe. Et donc, l'écriture qu'on a ici correspond à un cas particulier qui dérive de l'utilisation d'une variable catégorielle binaire. Donc, voilà, on peut passer effectivement. Donc, notre modèle de GLM Tree, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de construire des arbres qui ont une variété beaucoup plus intéressante que des arbres de cartes, qui sont simplement limités finalement au cas d'arbres de classification ou d'arbres de régression. Là, ici, potentiellement, on a une richesse qui est introduite par le fait que les GLM peuvent s'adapter à beaucoup de familles de lois et on peut même moduler les liens qui existent, enfin la fonction de lien petit g. Donc ça permet d'offrir une vraie richesse dans la méthodologie de construction de l'arbre. En particulier, on a pris quelques exemples ici avec des lois classiques. Donc, premier point, donc, ça concerne donc, les lois de Bernoulli et les lois de réponse qui sont gaussiennes, puisque lorsqu'on considère une loi de Bernoulli, en fait, on va se retrouver dans la situation où notre équation de log-vraisemblance va s'écrire sous une formulation de type P log de P plus 1 moins P log de 1 moins P, et ce qui est donc ce qui va correspondre en fait à la fonction d'entropie qu'on retrouve dans le critère de choix qui est utilisé dans les arbres de classification de type carte. Lorsqu'on formule les choses à partir d'une loi gaussienne, en fait, on va retrouver une fonction de vraisemblance qui va être proportionnelle à la déviance et on va donc se retrouver dans un cadre qui est similaire à celui d'une méthode de type carte pour des arbres de régression. Donc là aussi, on boucle avec ces arbres classiques. Et on a listé également l'écriture de la vraisemblance qui apparaît dans le cas gamma, dans le cas poisson, dans le cas inverse gaussien, qui sont donc là aussi des écritures qui s'obtiennent de manière pas trop compliquée et donc qui sont relativement simples à calculer, ce qui est du coup intéressant dans la perspective qui est la nôtre. Donc, ce que je vous propose après ce petit exposé plutôt théorique, c'est de voir quelques illustrations pratiques de ces techniques, à la fois sur données simulées et également dans une perspective plutôt actuarielle. Je vais aller assez vite puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps pour terminer. Donc, s'agissant des données simulées, donc en fait, on a construit une base de données fictive qui nous permet d'évaluer les performances du modèle. Et donc, on s'est focalisé sur deux choses. On s'est focalisé sur les temps de calcul et sur la qualité de prédiction de notre approche. Donc, pour ça, on a utilisé une méthode de benchmark qui est utilisée pour évaluer les performances de modèles GAM, et donc dans lesquels en fait, on va simuler des XI, enfin, des variables explicatives et de partitionnement qui sont uniformes. Et puis après, on va dériver la variable réponse en utilisant un prédicteur linéaire qui va dépendre de fonctions qui sont, elles, non linéaires. Donc, les fonctions en question sont décrites en annexe du document. Je pense que c'est peut-être pas utile qu'on y revienne, mais dit tout simplement que c'est des fonctions qui introduisent du coup un bruitage non linéaire sur les données. Et on a considéré donc différentes distributions pour notre variable aléatoire y qu'on va chercher à expliquer, des distributions gaussiennes, gamma et inverse gaussienne. Et à partir de jeux de données de y, on a cherché à construire des arbres GLM pour lesquels le modèle GLM va soit mobiliser une loi inverse gaussienne, donc là c'est le tableau qui est le tableau numéro 5, la colonne du milieu. Donc, soit une loi qui est inverse gaussienne, soit une loi gamma, soit une loi normale.
On a considéré donc différentes situations également où notre variable à expliquer est soit catégorielle, soit continue. Et on a fait différents tests en comparant des situations où on avait soit 10, soit 20 variables explicatives. Donc, très vite, sur ce transparent, donc, on a présenté les différentes situations. La partie gauche correspond aux situations où la variable réponse suit une loi gamma et les graphiques du bas correspondent à une situation où la variable réponse suit une loi inverse gaussienne, soit avec 10, soit avec 20 variables explicatives. Et donc, ce qu'on fait varier sur ces graphiques, c'est la taille de l'échantillon de départ. Et on a comparé donc la situation. Donc, la courbe en noir, ça correspond aux arbres GLM tels qu'ils ont été conçus initialement par Zélès et ses co-auteurs. Et la courbe en pointillé, c'est celle où on a utilisé les méthodes utilisant des formules fermées. Et donc, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'en termes de temps de calcul, puisque ça correspond à ce qu'on a représenté dans l'axe des ordonnées, eh bien, on a, à partir d'une taille de 1000 sur nos échantillons, un temps de calcul qui devient extrêmement intéressant, alors que sur les arbres classiques, il a tendance à vraiment exploser. Donc, de ce point de vue-là, on a un coût d'efficacité qui est assez intéressant, qu'on va pouvoir ensuite réexploiter. Et tu peux passer au transparent suivant. Et donc, on va voir que ce coût en termes de temps de calcul, il ne se fait pas forcément avec une perte en termes de qualité de prédiction. Donc, pour pouvoir mesurer ça, on a comparé différentes situations. On a comparé des arbres GLM tree avec la formule explicite et avec seulement un intercept. On a comparé des arbres GLM tree avec une seule variable catégorielle comme étant explicative pour pouvoir là aussi réutiliser le fait qu'on a des formules fermées et un temps de calcul intéressant. On a comparé ces arbres-là à des arbres de type C-trees avec différentes spécifications en termes de choix de sélection de variables, différents niveaux de sensibilité en fait, qui permettent de moduler la taille des arbres construits. On a utilisé aussi des arbres GLM, mais pour lesquels la loi est gaussienne, donc c'est des arbres qu'on appellera linéaires. Et on a comparé ça également avec des arbres cartes, avec l'algorithme classique AirPart. Et donc, on a utilisé pour cette présentation un échantillon de taille 1000, sur lequel, après, on a comparé différentes variables de performance qui sont l'ARMSE, l'AMSE, l'ARMSE et je crois que je vais présenter juste l'ARMSE, donc retenez que l'ARMSE. Et donc, ce que vous voyez apparaître sur ces transparents, c'est finalement, pour pouvoir mesurer la performance du modèle, on a fait ce qui est classique, c'est-à-dire de la validation croisée. Donc, on détermine un échantillon de test et un échantillon d'apprentissage. Et plutôt que de faire ce qu'on trouve classiquement, c'est-à-dire découper en 70 ou 70-30 ou alors 80-20 notre échantillon de données, on a procédé avec une technique de bootstrap qui consiste en fait à itérer. Alors là, ici, c'est sur 100 réplications de notre jeu de données. Et puis, donc, à chaque itération bootstrap, on considère donc les variables de test, enfin les données de test comme étant celles qui n'ont pas été sélectionnées aléatoirement par la méthode de bootstrap. Donc, ça nous permet d'avoir de cette manière-là une quantification en fait, de l'incertitude associée à notre RMSE. Et donc, ce que vous voyez apparaître sur ce graphique, c'est que ce soit pour des variables catégorielles ou continues, on obtient, avec des méthodes de type GLM tree, des RMSE qui sont globalement très performantes. Et là, sur ces figures-là, elles sont globalement plus performantes que les méthodes de type AirPart ou CART. Donc, ce qui avait plutôt tendance à nous satisfaire d'un point de vue de la performance de ces méthodes. Et donc, je vous propose en quelques mots de dire un petit peu des applications plus actuarielles, puisque on a pu, que ce soit Christophe ou moi, encadrer des étudiants sur l'application de ces techniques. Donc, il y a un premier mémoire d'actuaire qui avait été réalisé donc, en tarification auto, où on utilisait ces techniques, donc à la fois pour entraîner un modèle GLM poisson pour la fréquence et un modèle GLM gamma pour la sévérité. Et l'étudiant avait travaillé justement sur la construction d'arbres GLM qu'il a comparé à des
à des GLM classiques et également à des techniques de type XGBoost. Et alors, je pourrais en revenir un peu plus dans le détail s'il y a des questions, mais on obtenait ici une bonne performance par rapport à l'ensemble de ces algorithmes, en particulier vis-à-vis de XGBoost. Voilà. On avait quand même des temps de calcul qui étaient très significatifs, avec l'utilisation de MOB. Là, ici, MOB représente les méthodes de type GLM-Tree. Et c'est les méthodes qui sont indiquées en gras sur le transparent. On peut passer au deuxième mémoire, qui est donc un travail qui a été utilisé par une étudiante de Christophe, dans lequel le travail a consisté à étudier, là aussi, c'était dans un contexte d'assurance automobile, pour comparer la performance de réseaux d'expertise. Et donc, l'étudiante en question avait comparé là aussi les performances de méthodes GLM par rapport aux cartes ou par l'utilisation de méthodes de type GLM-Tree, et là aussi en obtenant de bonnes performances. Alors, sur le transparent qui vient juste après, on peut se focaliser aussi sur quelque chose qui est intéressant quand on s'intéresse à ce type de méthode, c'est la construction des arbres qui vont être proposés. Parce qu'en fait, l'intérêt des arbres cartes, c'est le fait qu'ils vont, enfin des arbres cartes, mais aussi des arbres GLM-Tree, c'est le fait qu'ils vont se matérialiser sous la forme de règles de décision, ce qui fait qu'ils sont très facilement interprétables. Donc, de ce point de vue-là, on arrive assez facilement à améliorer la performance d'un GLM tout en gardant le volet interprétable qui est important pour les actuaires. Et donc, on voit notamment sur ce transparent qu'en utilisant l'arbre de GLM qui était proposé par l'étudiante, on obtient toujours le côté effectivement interprétable. On voit que les arbres qui étaient proposés, ils sont plus performants, mais également plus faciles à interpréter, ce qu'on peut analyser comme étant de la complexité, puisqu'en fait, on voit que l'arbre est moins profond, et donc il est plus facilement interprétable. Et donc, ça, c'est potentiellement une des caractéristiques qui est intéressante. Donc, je m'arrête là sur les applications numériques et je vais passer la main à Christophe dans le temps qui reste pour vous présenter une extension à l'utilisation de ces arbres au sein de forêts de type GLM. Merci Quentin. Donc en effet, dans cette dernière partie, on va regarder l'utilisation d'ensemble d'arbres GLM, donc les forêts de GLM. Donc on a repris ce qui pouvait exister quand les forêts aléatoires ont été introduites, c'est de partir d'un modèle simple qui était à la base l'algorithme carte et de tirer avec remise un échantillon d'apprentissage pour calibrer un arbre et de tirer sans remise les variables potentielles qui peuvent être utilisées comme pour le partitionnement. Et donc, c'est ce principe-là qui a été proposé ici. C'est d'utiliser du coup cet algorithme, mais avec un arbre GLM et non pas un algorithme carte. Alors, donc, on a repris nos jeux de données simulés ici, qui consistent à nos variables continues avec une loi gamma ou inverse que c'est. Alors, 2 petites secondes, je vous montre. Désolé pour ce petit contretemps. Donc, en effet, on a utilisé des variables de partitionnement continu et donc des lois gamma ou inverse gaussienne. Alors, pour comparer les forêts GLM, on a utilisé du coup l'algorithme des forêts aléatoires implémenté dans le paquet Random Forest. Donc là, les différents hyperparamètres sont possibles. C'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement mentionné aussi pour les arbres. Ça va être du coup le nombre de variables qu'on tire aléatoirement comme variable de partitionnement, la profondeur et le nombre d'arbres. Alors, passons à l'application. Donc, on a toujours de version bootstrapée sur nos 100 échantillons. Du coup, la RMSE ou la MAE moyenne pour les différentes méthodes considérées. Donc, alors, il y a 3 types de forêts de GLM, à la fois
forêts de GLM gaussien, gamma et inverse gaussienne, qui sont globalement dans la moyenne sur le graphique de gauche ou parmi les meilleurs sur le graphique de droite. En jaune, vous avez l'algorithme Random Forest usuel, qui se retrouve être plutôt dernier de classe sur le graphique de droite et relativement dans la moyenne sur le graphique de gauche. Et ensuite, on a 3 séries pour les C-Forest, donc les constantes Forest, qui sont aussi globalement bien classées. Et alors, pour voir l'impact des hyperparamètres, toutes les graphiques sont tracés en fonction de la profondeur maximale qu'on s'impose dans chacun des arbres de la forêt. Donc, on voit qu'il y a en effet des valeurs optimales de ce choix, donc typiquement 8 si on regarde le graphique de gauche. Et on constate donc en effet les C-Forest sont finalement, quel que soit le type de statistiques, considérés les meilleurs. Et les arbres GLM sont parfois les meilleurs pour des arbres éventuellement plus petits, donc par exemple une profondeur de 2 ou 4. Ou si on regarde le critère de la MAE, peuvent être intéressants sur une profondeur même de 10 ici, par exemple, pour le cas gamma. Alors, ce qui peut être perturbant, c'est que la forêt de GLM, la meilleure, n'est pas nécessairement celle qui correspond à la loi de probabilité qui a été utilisée pour simuler les données. Ici, on a utilisé des données inverse gaussiennes et ce n'est pas nécessairement la forêt de GLM inverse gaussienne qui est la meilleure. Voilà. Alors, si donc je conclus cette présentation, on a donc avec Quentin proposé à la fois une revue littérature sur les modèles linéaires généralisés, les arbres de régression, et ensuite on a proposé du coup des méthodes nouvelles sur les arbres et les forêts de GLM. Donc il y a un grand nombre de pistes qui peuvent être et d'extensions possibles qui peuvent être envisagées. Ça va être soit de considérer d'autres lois de probabilité qui sortent un peu de la famille exponentielle, donc par exemple comme la Poisson zéro inflaté pour modéliser des nombres de sinistres, soit sinon d'utiliser ces méthodes d'arbres GLM dans d'autres types de méthodes ensemblistes, donc soit des méthodes de boosting ou des méthodes de prédiction de règles. Voilà, donc comme on est à un petit peu plus d'1 heure, je vais m'arrêter là. Je laisse la liste des références. C'était une des questions posées dans le fil de discussion. Donc voilà, la liste complète des références utilisées. Et alors les 2 mémoires d'étudiants, donc c'est la 2e ligne, Elias Boitard et Mathilde Clément qui apparaît ici. Voilà, et donc c'est 2 mémoires qui sont disponibles sur le site internet de l'Institut. Voilà, merci. Ou qu'ils seront, parce que Mathilde Clément ne doit pas être encore disponible. Ouais. Donc, on peut reprendre les questions dans l'ordre. Il y avait une première question de Thibaut Menet, donc je vais lire pour que si tout le monde ne lit pas en même temps. Donc, bonjour et merci pour cette présentation. Est-il possible qu'une variable serve à la fois de partitionnement et à l'explication du modèle? Est-ce recommandé? Quel risque prenons-nous à l'utiliser dans les 2 usages? Je pense que, stricto sensu, c'est possible. Après, si elle est utilisée en partitionnement et aussi en régression, son effet en régression risque d'être très limité. Et donc, en particulier, si on regardait les p-valeurs associées au coefficient de la régression à un nœud donné, elle ne serait pas forcément très bonne. Donc, voilà, la significativité qu'on peut retrouver d'une variable à un échelon global va être beaucoup plus faible à un nœud terminal où on a beaucoup moins d'observations. Je ne sais pas si Quentin, tu veux compléter. Et ce qu'on peut dire en plus, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de choix a priori, quoi. Ça peut être un choix de l'utilisateur de choisir l'une plutôt que l'autre en termes de variables de partitionnement. Soit pour un critère, par exemple, je ne sais pas, si on souhaite mettre en place une tarification, ça peut être peut-être plus pertinent d'utiliser une variable de partitionnement qui soit une variable de type géographique, par exemple, parce que l'actuaire conçoit son tarif de cette manière et que, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, on peut choisir d'en déterminer une plutôt qu'une autre, mais par exemple, dans les mémoires qui ont été présentées, en fait, les étudiants en question
on utilisait les choses de manière complètement agnostique et on choisit que toutes les variables pouvaient jouer n'importe quel rôle, soit explicatif, soit partitionnement. Et on déterminait au sens d'un critère statistique quelle était la combinaison qui était la plus performante. Donc, soit on peut être complètement agnostique, soit on peut avoir un choix a priori qui provient de la manière dont on élabore le tarif, par exemple. Après, je pense aussi d'un point de vue application de mortalité, si on veut chercher à calibrer des tables de mortalité, on va vouloir utiliser l'âge comme variable de régression et pas comme variable de partitionnement, par exemple, aussi. Donc, il y a plein de critères. Alors, il y a une autre question sur le choix de la famille. Est-ce qu'il reste identique tout au long de la construction de l'arbre? La réponse, c'est oui. Après, en effet, ça pourrait être une piste d'extension, de considérer mettons, par exemple, un premier nœud gamma, puis ensuite inverse gaussienne. Après, pour les lois de comptage, je ne pense pas que c'est trop d'intérêt, mais en tout cas, là, en pratique, la loi est commune sur tout l'arbre. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de comparer plusieurs lois, du coup, pour faire plusieurs arbres. C'est une bonne piste parce qu'on peut imaginer, par exemple, que pour une partie de la distribution, on va regarder, par exemple, un cœur gamma et puis une partie GDP, par exemple, pour les extrêmes. Ça pourrait avoir du sens d'avoir des logiques un peu comme ça. Donc, c'est une piste d'amélioration. Une autre question, dans les résultats du premier mémoire, le mot XGBoost est le pire, si j'ai lu correctement. Est-ce que c'est étonnant pour vous? Alors, peut-être qu'on peut revenir sur ce slide et Quentin, tu peux… Mais je vais pouvoir compléter. Effectivement, c'était un résultat qui est un peu surprenant parce que c'est vrai qu'on a choisi XGBoost parce que c'était a priori un très bon compétiteur. Et il se trouve que sur ce jeu de données-là, il ne performait pas de manière extraordinairement bien. Donc, je dirais que dans ces résultats-là, on était plutôt satisfait du modèle MOB, mais on s'est dit, bon, on a eu de la chance, il est sur ce jeu de données plus performant que XGBoost, et pourtant on a considéré beaucoup de configurations particulières, on a élaboré une grille très très large pour pouvoir essayer d'essayer de maximiser ses performances qui au début n'étaient pas terribles. Et on s'est trouvé qu'effectivement, sur ce jeu de données, notre modèle BOM marchait mieux. Ce que j'appelle MOB, c'est GLM. Donc, il y a peut-être, j'ai envie de dire, un aspect particulier qui est lié au jeu de données. Une autre question sur le caractère open source de GLM-Tree. Alors, j'ai tous les résultats de Zeles et ses co-auteurs sont disponibles déjà dans le paquet PartyKit. Et il y a une fonction GLM-Tree qui propose une implémentation des arbres GLM avec l'algorithme IWS. Et donc, on est en intense discussion avec les auteurs de ce paquet pour proposer du coup une mise à jour de leur paquet avec les méthodes explicites pour être plus rapide. Et puis en particulier aussi, il n'y avait pas de forêt de GLM dans leur paquet initial. Donc voilà, incessamment sous peu, ça va apparaître sur CRAN ou sur des plateformes de développement telles que GitHub ou GitLab. Une autre question sur la taille de l'échantillon où s'appliquent les GOLM après partition se pose tel ou pas, dans le sens où c'est impactant pour la qualité de modèle. Ah oui, donc en effet, si on considère que plus le nombre d'observations est petit et moins les prédictions risquent d'être robustes, à ce moment-là, on peut poser un nombre d'observations dans un nœud terminal assez élevé pour éviter qu'il y ait des phénomènes de mauvaise calibration qui viennent ensuite bruiter l'estimation du GLM. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avec une méthode explicite, on arrivera toujours à estimer un paramètre, mais en effet, ils ne seront pas nécessairement significatifs. Alors, voilà. Pour un usage, pour les simulations qu'on a montrées, on a autorisé des nœuds assez petits, mais on avait un jeu de données qui comptait en milliers de lignes. En millions de lignes, on peut en effet faire un facteur d'échelle un peu de partout. Ensuite, peut-être Quentin, tu peux la suivante. Alors, dans un contexte traditionnel GLM,
fait un effort de créer son jeu de données le plus homogène possible en modélisant par couverture d'assurance, collision, vol, responsabilité, etc. Cette approche permettrait donc de modéliser avec un jeu de données hétérogène. Y a-t-il encore un besoin de modéliser par couverture d'assurance? Alors, on n'a pas fait l'exercice de modéliser sur ce niveau d'hétérogénéité-là, mais ce qu'on a pu le voir, en l'occurrence sur le premier mémoire, sur un jeu de données qui était de l'automobile traditionnelle, c'est quand même qu'il pouvait y avoir une certaine difficulté à capter une trop grande hétérogénéité. Là, en l'occurrence, sur ce jeu de données, on avait des sinistres qui étaient extrêmes et on s'imaginait typiquement que l'algorithme allait découper automatiquement ce qui était extrême de ce qui n'était pas. Et en l'occurrence, il avait du mal à le capturer. Donc, c'est quelque chose qui, dans les cas d'utilisation en assurance, qui est à approfondir. Pour l'instant, je dirais qu'on est un peu au démarrage des différentes expérimentations d'assurance qu'on a pu faire. Mais a priori, c'était quand même assez difficile. Donc, je répondrai plutôt par la négative à la question en disant qu'il faudrait peut-être quand même garder un découpage par couverture d'assurance a priori, et que le modèle il offrirait pas suffisamment de souplesse pour prendre en compte en fait des lois qui auraient un spectre trop différent de valeurs. Si on a des Y qui couvrent un trop grand domaine de variables, je pense que ce sera difficile de pouvoir envisager d'avoir un seul modèle global. Et je crois qu'on est au bout des questions. Ouais. Merci pour la présentation en provenance du Québec. Voilà, donc s'il n'y a pas plus de questions, du coup, on peut peut-être dire que ceci sur cette approche multi-couverture, on peut imaginer après des extensions d'un GLM multivarié qu'on utiliserait directement dans un arbre. Donc ça, voilà, ça offre plein de pistes futures de recherche. Merci en tout cas aux différentes personnes qui nous ont écoutés. Merci pour toutes vos questions qui étaient intéressantes. Merci à tous, oui.